tout va bien pour vous. Je reviens aujourd'hui après quelques semaines d'absence parce que oui, enfin, je vous l'annonçais, j'ai déménagé. Me voilà dans ma nouvelle bibliothèque. J'ai une pièce de plus de 20 mètres carrés au grenier consacrée entièrement à ma bibliothèque. Vous êtes déjà nombreux à me l'avoir demandé. Oui, il y aura un bookshelf tour de cette nouvelle bibliothèque. Je ne sais pas quand j'aurai le temps, ça viendra, promis, c'est en projet. Vous dire que je suis heureuse est un euphémisme, je suis carrément euphorique d'avoir emménagé dans cette petite maison au nord de Clermont-Ferrand. Alors ces dernières semaines, avec le déménagement, l'emménagement, la visite des amis, les retrouvailles avec d'anciens amis, ça a été un petit peu chargé, j'ai quand même réussi à lire quelques livres et je suis très en retard, qu'il s'agisse des vidéos ou des articles sur le blog. Ça recommence petit à petit et j'espère que je vais réussir à avoir un rythme un petit peu soutenu les prochains jours, les prochaines semaines. Comme vous le savez peut-être, je suis au chômage dorénavant, j'espère que je retrouverai une activité plus ou moins rapidement. En tout cas, pour le moment, j'ai envie d'en profiter pour développer un petit peu le blog et la chaîne. Donc si vous avez de nouvelles idées de vidéos ou d'articles, allez-y, faites-vous plaisir, dites-moi tout ça en commentaire, en message privé, je serai ravie de découvrir vos suggestions. Trêve de blabla, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de mes dernières lectures. Donc il y en a eu quand même quelques-unes. Je vais essayer d'aller assez vite pour que cette vidéo ne dure pas des heures, surtout que je ne connais pas la puissance de ma connexion internet, je n'ai plus la fibre ici, donc je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai peur que si je fais une vidéo de 30 minutes, elle mette 5 heures à arriver sur YouTube. Je vais croiser les doigts pour que la connexion soit hyper rapide et hyper puissante. Depuis la dernière vidéo update lecture qui remonte à je ne sais pas quand, j'ai lu le 5e et dernier tome des Étoiles de Noshead de Sophie Jomain aux éditions Rebelle. C'est une série jeunesse fantastique qui se déroule en Écosse. On suit l'héroïne principale qui s'appelle Anna, qui est une jeune femme rousse, jeune adulte, elle a la vingtaine, elle entre à la fac. Au cours des 4 tomes précédents, il est arrivé énormément de choses à Anna. Je ne vous raconte pas tout, déjà parce que je ne veux pas vous spoiler, et en plus parce que ce serait trop long. La fin du 4e tome était assez étonnante, assez waouh. Je me demandais vraiment où Sophie Jomain allait aller et je suis très contente du chemin emprunté par l'auteur. Elle ne verse pas dans la facilité et ça c'est vachement appréciable dans un titre young adulte. Alors attention, je vais faire quelques révélations. Si vous n'avez pas lu les tomes précédents et si vous comptez les lire, je vous invite à passer directement à mon avis sur le livre suivant. On retrouve donc Anna qui est sous la montagne dans une tribu de loups très particulière, la tribu des loups du Sutherland, et c'est une tribu qui rassemble beaucoup de loups qui ont des us et coutumes très particuliers, voire même un peu dépassés, on se croirait limite au Moyen-Âge. C'est dans cette tribu que Anna va retrouver Leith, sauf que Leith a complètement perdu la mémoire, il est amnésique et il ne sait plus qui il est. En plus de ça, Anna essaye de sauver Bonnie, la tante de Leith, qui appartenait à cette tribu plusieurs années auparavant, mais qui a quitté sa famille et qui pour ça est condamnée à mort. Quand je vous disais qu'ils avaient des us et coutumes assez particuliers et plus ou moins dépassés, on en a la preuve. Et enfin, 3e axe principal du récit, on a les vampires de l'Est qui sont très mécontents, qui sont pas gentils du tout et qui veulent attaquer Anna et tous ses amis, donc en même temps tous les loups sous la montagne, hein, tant qu'à faire, qui se dirigent donc vers l'Écosse et comme je vous le disais, qui sont assez furieux et qui possèdent sous leur coupe des créatures invisibles très dangereuses. Voilà en gros les 3 axes principaux de ce 5e tome. Donc autant vous dire qu'il n'y a aucun temps mort, on ne s'ennuie pas. Comme d'habitude avec Sophie Jomain, l'écriture est efficace, alors ça reste de la jeunesse, c'est pas de la grande littérature, mais franchement c'est fluide, c'est pas mal écrit, les descriptions sont bien menées, on imagine bien les scènes. Franchement j'en attends pas plus de ce genre de littérature et je trouve que Sophie Jomain au contraire est plutôt dans le haut du panier. En résumant un petit peu l'histoire, on a l'impression qu'il se passe énormément de choses. Alors effectivement il se passe pas mal de choses, mais finalement quand on prend un peu de recul on se rend compte qu'il n'y a pas tant de scènes d'action que ça. On est plutôt sur les relations entre les personnages, sur la psychologie, et vous savez, moi j'aime bien ça. Je sais que plusieurs fans ont été déçus par le dénouement, par l'histoire entre Anna et Leith, alors que pour moi justement,
insérer l'amnésie du héros, c'est le petit élément qui redonne du rythme, qui relance un petit peu l'intérêt pour cette romance. Pour conclure sur cette saga, après un premier tome qui avait été un énorme coup de cœur, des tomes 2 et 3 qui m'avaient un petit peu déçue, j'étais très contente de constater que Sophie Jomain avait changé son fusil d'épaule et avait choisi de partir sur une nouvelle voie pour les tomes 4 et 5. Je ne suis plus très fan de littérature young adulte, je deviens de plus en plus exigeante sur mes lectures de l'imaginaire. Mais là, franchement, si vous voulez passer un bon moment et suivre les aventures d'une héroïne qui est plutôt attachante, je vous conseille Les Étoiles de Nosed. Je suis ensuite restée dans les littératures de l'imaginaire puisque j'ai lu L'Héritage des Rois Passeurs de Manon Fargueton aux éditions Bragelonne. J'ai fait cette lecture en lecture commune avec de nombreux autres blogueurs booktubeurs et ce titre a fait l'unanimité. Ça n'a pas été un coup de cœur pour tout le monde, mais dans l'ensemble ça a été une lecture excellente et là encore on est unanime, on a tous envie de lire l'autre titre qui se passe dans le même univers et qui sort très bientôt ou qui est sorti là il y a quelques jours pour la rentrée littéraire. C'est donc évidemment toujours de Manon Fargueton et ça s'appelle Les Illusions de Saveloire. Parce que oui, L'Héritage des Rois Passeurs est un one-shot, mais l'univers présenté est si riche, les personnages sont si nombreux et possèdent tant de potentiel que forcément on a envie de les retrouver ou d'en découvrir d'autres dans cet univers. Et donc Manon Fargueton nous offre une nouvelle histoire dans le monde des Rois Passeurs. Alors avant de vous parler des Illusions de Saveloire que je n'ai pas lu et que je n'ai de toute façon toujours pas acheté, je vais vous dire quelques mots sur l'héritage des rois passeurs. On va donc suivre deux héroïnes qui sont très différentes. On a Enora d'un côté qui fête ses 20 ans et qui vit dans notre monde à nous. Et dans le monde d'ombre, nous suivons Ravenne qui est un petit peu plus âgée. On comprend au fil des pages que les deux mondes sont liés, qu'ils sont le reflet l'un de l'autre. Au début, les héroïnes sont mises sur le même plan, on a l'impression qu'elles ont la même importance. Mais très vite, ma préférence a été pour Ravenne, que je trouve beaucoup plus approfondie, qui à mon goût a beaucoup plus de relief que Enora. Alors oui, elle a un rôle hyper important, oui, elle est intéressante, mais voilà, il m'a manqué quelque chose pour que je la trouve attachante, que j'ai de l'empathie pour elle. Au contraire, Ravenne, je l'ai dès le début trouvée très forte et c'est typiquement le genre d'héroïne que j'adore suivre. Alors vous vous demandez comment les deux jeunes filles vont se retrouver liées ou en tout cas vont se retrouver dans le même monde puisqu'elles appartiennent à deux mondes différents au début. Le premier chapitre commence très très fort puisque on va découvrir le massacre de la famille d'Enora dans notre monde. Toute sa famille est tuée et elle assiste à ça. Le même jour, elle apprend qu'elle est une passeuse et va donc, en compagnie de Julian et Charlie, passer dans le monde d'ombre. Dans ce monde-là, que l'on peut plus ou moins placer dans un univers pseudo-médiéval, je pense, on va découvrir de nombreux personnages qui tournent plus ou moins tous autour de Ravenne et Ravenne, elle, c'est la princesse aînée qui revient de plusieurs années d'exil. Son retour n'est pas franchement apprécié de sa famille, mais elle n'a qu'une idée en tête, c'est reprendre le pouvoir, reprendre le trône, puisque dans cette société, dans ce monde parallèle, ce sont les femmes qui gouvernent et qui se passent le pouvoir de mère en fille. La mère de Ravenne est mourante, donc tout logiquement, c'est la fille aînée qui doit prendre le pouvoir, c'est donc Ravenne. Sauf que son père, le roi, son frère et sa sœur cadette ne sont pas du tout d'accord. Ils ont des plans très précis pour le futur du royaume et Ravenne n'est pas du tout impliquée là-dedans. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise, je dirais juste que c'est très bien écrit, c'est très imagé. Je trouve que Manon Fargueton possède un réel talent de conteuse, on a les images qui viennent très très vite sous nos yeux et pourtant c'est très court, hein, ça fait moins de 400 pages, mais elle parvient à nous offrir un monde complet, énormément de personnages, on ne s'y perd pas, il n'y a aucun temps mort, c'est vraiment un récit haletant, passionnant. J'ai beaucoup aimé le côté très féministe de son histoire, les femmes sont mises en avant, on a une héroïne, Ravenne, qui ne cache pas son homosexualité, et franchement ça fait du bien. Alors oui, il y a quelques facilités, quelques clichés de la fantaisie habituelle, mais je trouve que l'auteur s'est tiré son épingle du jeu, et comme je vous le disais, j'ai vraiment très hâte de lire autre chose d'elle. J'ai ensuite complètement changé de style puisque je suis partie du côté du reportage, du témoignage. J'ai lu Into the Wild de Jon Krakauer aux éditions 10-18, Domaine étranger. Cet été, comme j'amorçais un tournant assez important dans ma vie, que je changeais complètement de vie, j'avais envie de lire quelque chose qui me parlait, et donc j'ai eu envie de me plonger dans ce titre. Puisque c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Chris McCandless, c'est un jeune homme qui va tout laisser tomber,
sa famille, ses attaches, tous ses biens matériels, son argent, pour aller vivre la grande aventure dans la nature assez sauvage, et tout ça seul. Je le dis tout de suite, je n'ai pas vu l'adaptation réalisée par Sean Penn. Je vais faire ça ce soir, je pense, ou demain, enfin ou en tout cas dans les jours qui viennent, mais je ne l'ai toujours pas vu, et donc je ne pouvais pas comparer lorsque j'ai fait cette lecture, puisque vraiment, à part les grandes lignes de l'histoire, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. J'ai entendu énormément de bien de l'adaptation, et franchement, en connaissant le résumé du livre, j'avais vraiment envie d'être émue, j'avais envie de vivre cette aventure auprès du jeune homme, j'avais envie de vivre les émotions en même temps que lui, la difficulté de l'expédition, la faim, le froid, etc. J'avais vraiment envie de vivre les choses intensément, d'être émue. Bah en fait, je l'ai pas été tellement avec ce livre. Alors c'est pas le fond de l'histoire qui m'a gênée, pas du tout. Au contraire, après avoir fait cette lecture, j'avais encore plus envie de prendre un sac à dos et de partir. Et j'ai encore plus envie de lire d'autres témoignages d'autres jeunes explorateurs qui ont décidé comme ça de partir avec un sac à dos sur les routes des États-Unis et du monde entier. Mais c'est la forme qui a un peu péché ici pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est pas un roman, c'est pas une biographie romancée, c'est pas un récit classique, non, c'est un témoignage, c'est un reportage très journalistique, et donc il y a un style qui est assez froid, qui est assez clinique, si je peux dire ça comme ça. En fait, c'est un assemblage d'extraits des journaux de Chris, de témoignages de son entourage, d'extraits de livres qu'il aimait, et puis aussi des réflexions de l'auteur Jon Krakauer, qui fait des parallèles avec d'autres expériences qu'il a lui-même vécues, ou d'autres expériences vécues par d'autres explorateurs. Alors tout ça s'entraîne un récit qui est assez décousu, parce que la narration n'est pas du tout chronologique, contrairement au film apparemment. Là, voilà, on est parfois perdu un petit peu dans le temps, puisque d'entrée on connaît la fin de l'histoire, donc le jeune homme Chris meurt alors qu'il a 24 ans, il est découvert en 1992 dans un bus abandonné en Alaska, il est mort de dénutrition, donc on le sait dès le début, et en fait on va reconstituer un petit peu les pièces du puzzle, mais on va parfois avoir le témoignage d'une personne qu'il a rencontrée à la fin de son voyage, et puis un peu plus tard la première personne qu'il a rencontrée alors qu'il partait juste de chez ses parents. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué de remettre tous les événements dans l'ordre chronologique, et c'est aussi un petit peu compliqué de s'attacher aux personnages. Alors je me doutais bien qu'on n'allait pas avoir un récit à la première personne du singulier qui aurait mis en scène Chris McCandless en tant que narrateur, ça je m'en doutais, mais je sais pas, j'avais envie de le suivre de façon un peu plus proche, d'avoir un peu plus de proximité avec lui. Là ça reste vraiment très très froid, je trouve pas d'autres mots, et c'est vraiment dommage parce que le fond de l'histoire m'intéressait vraiment. J'ai été très surprise de découvrir toute la polémique qui a suivi l'annonce de sa mort en 92, et toute la polémique qui continue régulièrement d'enfler, puisque pour beaucoup de personnes ce jeune homme était un inconscient, un imbécile un petit peu présomptueux qui s'imaginait explorateur mais qui en fait était un jeune qui connaissait rien, et puis en gros s'il est mort c'est de sa faute, c'est tant pis pour lui, il l'a bien mérité parce qu'il pensait qu'il était plus fort que la nature, puisque voilà il a voulu quitter le système, vivre seul, se rapprocher un petit peu d'une vie plus naturelle, et donc s'il est mort, et bah c'est de sa faute, il avait qu'à rester dans le droit chemin entre guillemets. Je trouve toutes ces critiques, toute cette polémique hyper violente, et là encore, aujourd'hui j'ai lu un petit peu les chroniques qui ont été faites sur le livre, et j'ai été voir un petit peu tout ce qui s'est dit sur le film, sur l'adaptation. Et là encore, en 2016, mais les gens sont hyper violents, ont des propos vraiment... Waouh, enfin, c'est presque choquant. Alors oui, chacun son avis sur ce choix de vie, sur cette envie de partir avec un sac à dos et de tout laisser derrière soi. Mais je sais pas, est-ce qu'on a vraiment le droit de juger ce jeune homme qui a fait des choix qui lui étaient vraiment personnels, qui lui étaient propres? Voilà, moi j'ai pas envie de le juger. En même temps, je me reconnais assez en lui, ou en tout cas j'ai envie de me reconnaître en lui. J'aimerais bien être assez courageuse pour tout laisser tomber et partir avec un sac à dos. Et voilà, vivre une vie simple, loin de toute la foule déchaînée. J'en suis incapable. Quoique, bon, là j'ai quand même quitté Lyon après 11 ans de vie là-bas. J'avais construit énormément de choses, le travail, les collègues, les amis, et là j'ai tout laissé tomber pour recommencer à zéro. Donc ok, c'est pas forcément comparable avec une vie isolée en Alaska, dans une terre aride, mais quand même, bref.
Voilà, je me reconnais assez dans ces choix de vie, dans cette envie de suivre un idéal, de ces réflexions sur la société, le système, tout ça. Et donc cette histoire, le fond m'a touchée. Et pour conclure, je suis déçue que la forme n'ait pas réussi à me faire ressentir des émotions, me faire ressentir les émotions que j'aurais voulu ressentir en lisant ça. Si vous avez d'autres titres à me conseiller qui sont sur le même thème, n'hésitez pas, surtout si ce sont des titres qui offrent un peu plus de proximité avec les explorateurs et donc un peu plus de sensibilité, un peu plus d'émotion. Voilà, je suis preneuse, n'hésitez pas.